Bonsoir à toute l'assistance. Merci d'être venu à ce dernier panel qui marque aussi la fin de nos journées scientifiques. Et ce panel-là est dédié aux hommes de culture. Nous sommes au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. On a parlé d'employabilité et d'entrepreneuriat des jeunes, mais ce festival est d'abord un festival culturel et nous terminons par un panel qui vous est dédié. Alors, nous voulons un panel qui est très interactif. Je vais commencer d'abord par présenter nos différents panélistes. Déjà, je me présente, je suis Akila Siao, j'ai l'immense honneur et aussi la lourde responsabilité de piloter le comité scientifique du Carrefour Jeunesse. Et c'est l'occasion ici pour moi de remercier le grand frère Salfo pour cette confiance faite à la jeunesse avec toute notre équipe du comité scientifique. J'ai avec moi ici M. Thomas Veil, qui est chargé de mission ICC à l'ambassade de France, je ne me trompe pas. Nous avons M. Joe Mupando, il est entrepreneur culturel. Nous avons M. Akochaye Kula Chaye, il est auteur, compositeur et actuel chargé de développement Afrique de la SACEM. Nous avons avec nous le grand frère Salif Traoré dit à Salfo, il est artiste et entrepreneur culturel. Et nous avons aussi avec nous M. Karim Ouattara, il est le directeur général du Bureau ivoirien du droit d'auteur. J'aimerais que nous puissions déjà ovationner nos panélistes pour avoir accepté cette invitation. Lors du débrief, ils ont tout de suite demandé que ce soit quelque chose d'interactif. Alors nous allons tout de suite passer le micro dans le public pour avoir 3 attentes tout de suite. Vous êtes venus assister à ce panel-là sur les enjeux des droits digitaux. Est-ce que vous avez des attentes? Qu'est-ce que vous attendez au sortir de là? Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce panel-là? Donc, il faut passer le micro en priorité aux artistes. Est-ce qu'on a une hôtesse dans la salle qui a le micro? Alors, je vous passe mon micro. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Tamsir, je suis arrangeur. Je suis venu pour des préoccupations parce que au Burida, on ne paye que ce qu'on récolte dans les boîtes de nuit, à la télé et aux radios. Et j'aimerais demander quand est-ce que le Burida sera affilié aux plateformes de musique comme Spotify, iTunes, pour qu'on puisse toucher les droits de tout ça. Voilà, c'est ma première question. Oui, bonjour, moi je suis Dekis, je suis artiste-chanteur, membre du groupe Surchoc et président des artistes ivoiriens de la diaspora en Europe, le MODER. Alors ma présence ici, je suis là pour d'abord soutenir l'initiative de mon frère Salfo et tous les autres, et puis encourager aussi la rencontre au niveau de notre panéliste. Et j'espère que ce n'est pas une préoccupation, mais je suis sûr, avec des personnes bien aguerries qui sont ici présentes, que les artistes sortiront avec des solutions qui nous permettront de vivre décemment de nos droits d'auteur et autres. Encore félicitations et puis bonne rencontre. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière attente, peut-être sur l'aile gauche? Non? L'appétit vient en mangeant, oui, c'est les DG, c'est vrai. Et donc, nous allons tout de suite planter le décor. On sait qu'il y a l'explosion de contenu culturel en ligne et on est tous d'accord que c'est une véritable opportunité. Mais est-ce que les artistes africains, ivoiriens en profitent vraiment? Est-ce qu'on a saisi les enjeux? Et j'aimerais tout de suite poser la question, mettre le pied dans le plat, demander à nos panélistes en
1 minute de donner rapidement leur avis sur la question. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle est leur analyse de cette question-là? C'est des enjeux nouveaux et on doit bien les amorcer. Mais est-ce que nous avons, dans notre analyse, bien ficelé les choses? Qu'est-ce qu'il y a à faire? En tout cas, en 1 minute, on ne peut pas tout dire, mais je vais laisser nos panélistes vraiment planter le décor. Je vais commencer par M. Thomas Veil, puisqu'il est juste à côté de moi, pour planter le décor. Il y a une question pour le Burida, je crois. Je l'ai posée. Il est mieux de commencer par le DG de Burida, qui va répondre à la question. Et puis, D'accord, merci de rappeler la méthodologie, certainement. Je voudrais tout d'abord te féliciter, Chefia, pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous adresser aux jeunes et de pouvoir nous adresser également à nos sociétaires. Et je pense que l'employabilité des jeunes passe aussi par la professionnalisation des jeunes dans le métier des arts. C'est un secteur porteur d'avenir parce que toutes les autres créations peuvent mourir, mais l'art ne meurt jamais. Et donc, venez à l'art de manière professionnelle et vous allez voir que vous serez même plus qu'Arsalfo, et Arsalfo, c'est son souhait, qu'il y ait des gens plus que lui. Alors, vous avez parlé du Burida. Le Burida ne collecte pas sur les plateformes numériques, c'est vrai. Il y a quelques rares plateformes à Abidjan sur lesquelles nous arrivons à collecter des petites sommes, mais à 98%, nous ne collectons pas sur les plateformes. Simplement parce que les plateformes appartiennent à des structures qui sont assez grandes, qui ont une structuration assez complexe et qui ont des pouvoirs de lobbying assez immenses. Même l'Europe a commencé à percevoir sur les plateformes, ça ne va pas faire les 5 ans, je parle sur le couvert de Akoutaye et puis de Thomas Veil. Il n'y a pas longtemps que l'Europe a commencé à percevoir auprès des GAFA et autres. Et nous n'avons même pas de contact avec ces derniers-là. Nous n'avons même pas de contact. La seule arme que nous avons, c'était d'activer le levier de la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel, la ACA, qui est le régulateur en la matière. Mais ça fait 2 ans que nous sommes en train de négocier et vous voyez, ce n'est pas évident, surtout aussi pour nos États, de vouloir fermer Facebook, YouTube et autres, parce qu'on n'a pas encore commencé à payer, vous voyez, le droit d'auteur. Donc c'est une problématique qui est en voie aussi de solution, puisque nous sommes en train de négocier avec la SACEM pour que la SACEM, qui a déjà une expertise en la matière, qu'elle puisse nous aider à collecter auprès de ces GAFA-là et auprès de ces plateformes numériques. Ils nous ont fait une proposition de convention qui a été étudiée et donc nous avons fait nos observations, nos juristes ont porté leur regard critique là-dessus pour faire les observations. Hier, nous avons eu un déjeuner de travail avec la SACEM et je pense que très bientôt, on pourra confier ce volet-là à la SACEM. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus au Burida, vous êtes arrangeurs et l'avenir d'un pays, c'est sa culture. Merci, monsieur le directeur. Je pense évoquer la question de la SACEM. On va tout de suite passer le micro à monsieur Akochaye pour planter le cadre. Bonjour. Déjà, merci de votre présence, de votre disponibilité. Et je tenais à remercier de vive voix le Burida, qui me reçoit vraiment royalement. Je tenais à remercier monsieur Ouattara pour sa vision et toute l'équipe qui l'accompagne pour qu'aujourd'hui nous puissions vraiment refonder les relations et travailler encore mieux, encore plus pour le bien-être des créateurs qui, de toute façon, à la fin de la journée, sont ceux pour qui on fait tout ça. Donc les vrais patrons, c'est les créateurs, c'est vous, il ne faut jamais l'oublier. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là pour travailler à faire en sorte que ceux qui sont au Burida, ceux qui créent beaucoup de la valeur sur les plateformes digitales puissent très bientôt pouvoir récupérer cette plus-value et voir que ça contribue vraiment à faire avancer leur carrière, à vivre dans la dignité
et à apporter leur pierre au développement des industries culturelles et créatives au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté et qu'on va vraiment faire main dans la main. C'est pour ça que vous verrez que l'intitulé de ce panel, c'est « Burida et SACEM présentent ». C'est vraiment ça l'idée. Donc, on avance ensemble sur ce sujet épineux et complexe qu'est la gestion des droits d'auteur dans le digital. Maintenant, je voudrais pousser sur la matière et dire que ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu as dit, si je peux me permettre de te tutoyer, Tamsir, je te connais d'ailleurs de réputation. Hein, bon, moi, je suis un rappeur. J'étais un rappeur avant et entrepreneur culturel. Donc, je suis de près tout ce qui se fait dans les musiques urbaines en Afrique. Je suis béninois. Donc, on est tous de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Tu as vraiment dit quelque chose qui est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de créateurs qui ne savent même pas qu'il y a du droit d'auteur sur le digital. Une fois qu'ils ont récupéré l'argent de la monétisation, distribution, qui obsède tout le monde là, c'est qui mon distributeur digital, comment je récupère l'argent, ils laissent de côté l'autre aspect, l'autre versant. Et c'est important de commencer par là en disant qu'il y a vraiment deux sources de revenus. De la même manière que lorsque une chanson est jouée à la radio, elle génère du droit d'auteur. Quand elle est jouée sur une plateforme numérique, elle génère du droit d'auteur aussi, indépendamment du fait que vous avez un deal avec un distributeur digital qui vous récupère ce qu'on appelle les droits master. Donc, il y a vraiment deux avenues, il ne faut pas oublier. Et ce que le Burida ou la SACEM fait, ce n'est pas en concurrence avec les The Orchard, Believe, etc. C'est vraiment en complément. Donc, il ne faut pas laisser cette partie-là. Et c'est bien qu'on puisse on puisse commencer sur cette base-là, en posant les enjeux, en disant qu'il y a vraiment deux sources de revenus dans le digital. Voilà. Merci, Monsieur Akochaye. J'aimerais m'adresser à Monsieur Thomas Veil. Est-ce que le cadre réglementaire de la gestion des droits digitaux en ce moment permet justement que les artistes, que les hommes de culture puissent vraiment bénéficier de ce secteur-là qui est très porteur? C'est une bonne question. J'ai la chance de travailler sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. J'étais chez la ministre de la Culture juste avant d'arriver ici. Et c'est une discussion qu'on avait justement sur la mise à jour nécessaire de tous les outils réglementaires en Côte d'Ivoire. Les réglementations sont légèrement différentes d'un pays à l'autre de l'OAPI, qui est un organisme qui couvre l'ensemble de l'Afrique francophone, donc Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui essaye de trouver une base commune dans les réglementations. Peut-être que Joe pourra nous parler du Congo RDC, qui est un pays important pour la musique, évidemment, sur le continent aussi, autant que la Côte d'Ivoire, je pense. Donc il y a des amendements à faire. Il y a un certain nombre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous avez aujourd'hui des décideurs politiques d'un certain nombre de pays qui sont de plus en plus conscients, qui entendent parler notamment du poids des industries culturelles en général, de la musique en particulier, dans les marchés plus matures ou plus structurés. Et qu'aujourd'hui, il faut savoir que le droit d'auteur dont on parle aujourd'hui et le digital, c'est une deuxième chaîne de valeur dont on parle trop peu sur le continent, dont on a trop peu conscience. Chaye vient de l'évoquer. Il faut avoir, peut-être c'est par là qu'il faut qu'on commence aujourd'hui ensemble, mais il y a deux chaînes de valeur. Une première chaîne de valeur qui est liée à l'œuvre de l'esprit. Vous créez une musique, vous écrivez des paroles, vous faites un arrangement, monsieur, vous faites un beat dans votre studio. Tout ça, c'est l'œuvre qui sort de votre esprit, et donc il y a une propriété intellectuelle là-dessus. Et l'éditeur et le droit d'auteur, c'est ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que la musique est pensée, elle est ensuite interprétée. Et là, c'est la deuxième chaîne de valeur dont on parle beaucoup, et Chaye vient d'en parler. Ça, c'est effectivement le label, c'est le distributeur, c'est le producteur, qui est effectivement une deuxième chaîne de valeur, mais qui vient après. Et cette première chaîne de valeur, on n'en parle pas beaucoup, et il y a un enjeu de temporalité, c'est-à-dire que dans le digital, on est sur des revenus sur le master qui sont parfois sur des cycles de vie très courts. L'édition, le droit d'auteur, et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, il y a une dimension patrimoniale. Ça vous appartient et ça appartient à vos héritiers pendant 70 ans après votre mort, si vous êtes auteur, compositeur. Et donc c'est un élément extrêmement important à prendre en compte parce que aujourd'hui, si on veut que des gens s'intéressent aux filières musicales sur le continent,
il y a quelque chose là qui est aussi qui a une vraie valeur. Et aujourd'hui, je terminerai là-dessus. J'étais au Nigeria il y a 15 jours. Si vous prenez les 6 plus gros artistes du Nigeria qui sont des stars mondiales, toutes les décisions stratégiques et les éditions musicales de ces artistes-là sont dans les mains d'acteurs à Londres. Ils ne sont plus à Lagos, et ils ne sont plus à Lagos pour longtemps. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et donc, il est important, pardon, je suis un peu trop long, que vous vous intéressiez à ces enjeux et qu'il y ait des éditeurs dont ce soit le métier, le cœur de métier en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Thomas Veil. Je vais m'adresser à Joe Mupondo et je reviendrai tout à l'heure sur le grand frère Assalfo. J'ai beaucoup, on a beaucoup, quand on regarde un pays comme le Congo, c'est, permettez-moi l'expression, une batterie culturelle qui enrichit le monde. Et est-ce que vous, de votre expérience, vous pensez que les artistes congolais ou même de la zone arrivent vraiment à bénéficier des droits digitaux? Ça, c'est toute une masterclass, ce que vous venez de me demander. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici. Merci de m'avoir invité. Bon, la RDC, c'est un scandale géologique, comme il appelle, mais nous, on veut toujours dire aussi que c'est un scandale culturel, justement, parce qu'il y a tellement de créativité et de culture dans ce pays-là. Maintenant, le grand problème qu'il y a en RDC, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'écosystème, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie. Déjà, il n'y a pas d'industrie en général, très peu. Alors, une industrie culturelle, il n'y en a pas du tout. Et c'est dommage parce que dans les années 80, c'était la plus grande industrie culturelle. La RDC vendait plus de 10 millions de disques, cassettes, etc., etc. Plus de 10 millions par an. Ce qui fait d'elle, ou ce qui faisait d'elle, au taux d'aujourd'hui, un pays majeur, à la hauteur de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne. Donc tous ces pays majeurs-là, pourquoi est-ce que ça marche chez eux? Ben, c'est parce qu'ils ont tout d'abord déjà une volonté de vouloir développer l'industrie. Ensuite, ils l'ont réglementé. Quand ils ont réglementé l'industrie, ils ont mis les cadres nécessaires pour pouvoir le faire, ils ont éduqué. Ils ont éduqué la population à pouvoir consommer les produits locaux et ils ont aussi éduqué toute la chaîne de valeur dont Thomas est en train de parler ici, à savoir exactement quoi faire pour pouvoir justement créer une économie culturelle pour pouvoir développer davantage leurs besoins. Alors, en regardant cela, on est très loin. On est très loin parce que justement, on n'a pas éduqué nos artistes. Et quand je parle d'artistes, je ne parle pas uniquement d'artistes musiciens, parce qu'ici, on parle de droits digitaux, et les droits d'auteur digitaux n'ont pas uniquement à voir avec la musique. Elles ont à voir avec la littérature, elles ont à voir avec le journalisme. Les journalistes ont des droits d'auteur. Elles ont à voir avec l'art. Aujourd'hui, comment est-ce que l'art peut aussi, qui elle aussi est devenue digitale quelque part, comment est-ce que l'art peut pouvoir aussi récupérer des droits d'auteur dans de la distribution digitale, la photo, et ainsi de suite. Bref, donc pour ce qui est de la RDC, on a un grand combat. Alors, l'équivalent du Burida en RDC aujourd'hui s'appelle Sokoda, qui est la seule entité à avoir un agrément, qui est en fait une corporation, c'est une société, une coopérative, qui a eu un agrément exclusif au niveau de l'État pour pouvoir récolter les droits. Malheureusement, elle n'est pas transparente, elle a très peu d'adhérents, et ça crée bien sûr une grande problématique au niveau de la collecte et surtout de la distribution de ce qui est collecté. Et donc ça, c'est le premier pas que nous devons faire en RDC. Ensuite, nous avons lancé en RDC, pour ne pas être très long, je vais juste répondre à votre question, nous avons lancé en RDC une plateforme digitale qui s'appelle Mouska, qui est une plateforme qui a comme ambition de promouvoir
la musique africaine et éventuellement toute la chaîne de valeur. Et alors ce que nous avons fait, nous avons malheureusement, je dis malheureusement, nous avons dû bien sûr payer une licence à Socoda, sachant que rien ne sortirait de là pour aller vers les auteurs. Mais nous avons aussi en même temps négocié un accord avec Capasso en Afrique du Sud, qui, elle, couvre plusieurs pays d'Afrique, parce que nous avons des ambitions d'aller au-delà de la RDC. Donc nous sommes déjà au Cap-Vert aujourd'hui, et nous avons signé avec la Société de droits d'auteur capverdienne, qui était d'ailleurs une impulsion de notre part parce qu'elle n'existait pas. Et demain, je l'espère, pouvoir justement signer avec Burida pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous devons, c'est notre devoir en tant que plateforme digitale aussi, c'est notre devoir de nous assurer d'être en règle avec les sociétés de collecte et d'administration de droits d'auteur et de les payer pour pouvoir justement stimuler et motiver l'industrie locale. Si on doit seulement signer avec PRS ou uniquement avec SACEM, parce que ça peut se faire, et elle peut gérer tout le reste. Si on doit uniquement le faire, c'est notre droit, mais cela ne motiverait pas et ne stimulerait pas l'industrie africaine locale. Et ça, je parle en tant qu'industrie, une société africaine. Donc en tant que société africaine, il est important pour nous de pouvoir échanger, et négocier et collaborer ensemble avec. J'ai beaucoup parlé, je m'arrête là, merci. Merci Joe Mukondo. J'ai voulu terminer cette série de premières questions avec le grand frère Salfo. Passer d'artiste à entrepreneur culturel avec un événement aussi important que le FEMUA, ça demande une vision, ça demande quelque chose de très pensé, même dans la gestion de carrière. Et c'est vraiment à ce niveau que je veux te poser la question de ton expérience. Est-ce que finalement, les enjeux des droits digitaux, le préalable ne serait pas la gestion de carrière? Est-ce que, pour la petite expérience que tu as, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà demander aux artistes d'anticiper sur la question de gestion de carrière? Parce que les complexités émergentes, on les aura toujours, mais de ton expérience, en quoi est-ce qu'on peut déjà faire d'une bonne gestion de carrière un élément pour mieux bénéficier de ces enjeux-là? Merci de me donner la parole. Je vais commencer par remercier ceux qui ont effectué le déplacement cet après-midi. Je crois que la gestion de carrière n'a absolument rien à voir avec le sujet qu'on aborde, parce que même ceux qui gèrent bien leur carrière n'arrivent pas à s'en sortir. Sur les droits digitaux, je crois qu'il faut mettre l'accent sur ce qui génère les droits digitaux. Un artiste ivoirien est venu me voir à Paris. Il m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à la SACEM, parce qu'il a appris que c'est quand on est à la SACEM qu'on gagne beaucoup d'argent. J'ai dit, mais la SACEM ne fabrique pas de l'argent. Le droit d'auteur, ce n'est pas une assiette d'impôt où on met tout l'argent dedans et puis on répartit à tous les membres. C'est ce que ton œuvre a produit qu'on te donne. Donc, même si on t'inscrit à la SACEM, s'il n'y a pas d'espace de diffusion qui exploite ton album ou ta chanson, ça ne peut pas générer des droits pour toi. C'est pareil que pour les droits digitaux. J'ai écouté tout le monde parler. Même toutes les solutions que vous avez données, même si elles sont mises en place, quels sont les droits digitaux qu'un artiste ivoirien ou africain en général peut avoir? C'est une histoire de politique qu'il faut mettre en place. C'est une politique qu'il faut mettre en place. Quand je parle de politique, c'est quoi? Vous ne pouvez pas être dans un pays où le taux de bancarisation est faible, où la fracture numérique est forte, et demander à bénéficier des mêmes droits digitaux que des artistes qui vivent dans des pays développés. Donc déjà, on a ce problème-là. Après ça, on a un autre problème qui est le problème culturel. Joe a parlé de sa plateforme qu'il a mis en place. Joe et moi, on a pris part à un petit déjeuner avec un chef d'État que je ne citerai pas, qui nous a parlé de ce problème culturel,
qui a dit comment est-ce que tu arrives à convaincre un jeune d'Abidjan de quitter les plateformes comme YouTube, comme iTunes, comme Amazon et tout, pour venir sur une plateforme africaine où il n'est pas sûr peut-être que cette plateforme va toucher le monde entier. J'ai beaucoup de frères artistes dans la salle. Beaucoup sont ceux qui se mettent sur YouTube, pas pour attendre des droits, mais juste pour se faire connaître ou pour faire leur promotion. Parce que les chaînes de télévision ne leur ouvrent pas assez les portes, les chaînes de radio ne les autorisent pas à pouvoir diffuser leurs œuvres. Donc pour eux, ils ont YouTube où ils ne payent pas pour pouvoir se mettre. Et même si YouTube leur demandait de payer, ça allait être le sens contraire. Au lieu de recevoir des droits d'auteur, c'est eux qui allaient en donner à YouTube. Aujourd'hui, même les influenceurs font plus de droits sur YouTube que des artistes confirmés dans cette salle. Donc le problème, il est plus profond. C'est pourquoi je dis, il faut une volonté, une réelle volonté politique pour nous accompagner dans cette... Ça n'a rien à voir avec la gestion de la gestion de carrière. On pourra en faire d'autres débats, on pourra en parler en d'autres occasions. Mais parlant des droits digitaux, je peux vous le dire, le DG du Buruda vous dit on n'a pas accès aux grandes plateformes de téléchargement. Il y a Fadalde qui est assis, je profite pour lui dire bonne arrivée, bonsoir. Hein. Fadalde qui est assis, il est peut-être actuellement en train d'être écouté quelque part aux États-Unis ou en France, où il est obligé d'avoir recours à la SACEM. Encore avec la SACEM, on a un droit de réciprocité qui nous permet de recueillir, voilà, qui nous permet de recueillir des fonds. Mais moi, je vais vous dire, ce qui a le plus avantagé Magic System dans sa carrière, c'est parce que nos droits européens, nos droits dans le monde ont pu être recueillis par la SACEM quand nous y sommes inscrits. Là où la SACEM, le Buruda peut-être ne pourra pas récupérer nos droits maintenant puisque le DG est en train de mettre tout en place pour pouvoir récupérer ses droits, la SACEM arrive à recouvrer nos droits. Donc il y a des artistes qui confient cette mission-là à des maisons comme la SACEM qui existent depuis, je ne sais pas, 1857 ou quoi, je n'ai pas la vraie date, qui peuvent recouvrer ces droits-là. Donc, en comprenant que notre écosystème pour le recouvrement des droits n'est pas bien huilé, ce n'est pas encore en place. Nos politiques n'ont pas encore bien engendré cela. Et nous sommes en train de se battre. Même on parle de la copie privée. Oui, la copie privée va nous régénérer des droits. Mais nous, les mêmes artistes, on va aller s'asseoir encore au Buruda pour faire par là. Pourquoi la copie privée, je n'ai rien touché? Parce qu'ici, là, culturellement, la mentalité, on n'a pas développé la mentalité des gens pour leur dire que quand ils chantent plus, tu touches plus. Quand tu chantes plus, tu touches plus. Souvent, j'ai envie de faire, mais on ne peut pas être à la fenêtre et en train de se voir passer. Je ne peux pas être jugé parti. Souvent, j'ai envie de défendre le pauvre directeur du Buruda. D'ailleurs, je t'apprends que sur les réseaux sociaux, les gens disent de mettre ma candidature pour venir prendre le Buruda. Mais tu fais tellement bien ton travail qu'on n'aura pas besoin de connaître les rouages pour venir. Mais je vais dire, souvent j'ai envie de le défendre. Si vous voulez remarquer en Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais voir Mewé, Alpha Blondy, Tikenja, Magic System, en train de se plaindre. Parce qu'on sait que c'est ce que nous avons produit. Moi, j'ai fait le dernier album avec Magic System. Je ne l'ai même pas encore déclaré au Buruda, ni à la SACEM. Parce que pour moi, je regarde, je sais que le droit d'auteur, il est rétroactif. À tout moment que je vais faire ma déclaration, on va recouvrer ce qui m'était dû. Mais il y a des choses à mettre en place. Et je suis content qu'on puisse partager nos différentes expériences parce que, bon, je suis un peu trop long. Joe Mupando a parlé de son application tout à l'heure. Et il a parlé du Congo qui, avant, était une industrie culturelle et qui maintenant n'est plus une industrie culturelle. Mais la réponse est juste trouvée. Avant, le Congolais, il met sa main dans sa poche, il va acheter un disque. Aujourd'hui, le Congolais, on lui dit de prendre sa carte bleue pour aller télécharger une chanson. Mais il n'en a pas. Avoir une carte bleue en Afrique, c'est un luxe. Tandis qu'en France, à partir de la classe de 6e, déjà, tu as une carte bleue.
Donc, le taux de bancarisation est faible. La fracture numérique est forte. On n'a pas de data ici. Donc, ça fait que même si vous mettez toutes ces réformes en place, ça va être difficile de pouvoir recueillir des droits digitaux. Donc, le problème des droits digitaux, moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que ça va aller, mais on va mettre assez de temps. Merci. Merci beaucoup. Merci, grand frère Asalfo. Oui, j'aimerais bien rebondir sur ce que Salif et Joe ont dit, parce que vraiment, ils ont abordé des aspects qui sont très intéressants justement sur la question du digital et qui méritent qu'on fasse un approfondissement. C'est vrai qu'il y a un problème politique aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une vraie volonté parce que la data coûte cher. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est difficile pour des mélomanes d'aller sur Internet quand ils savent que ça va débiter leur data. Donc, il faut vraiment que politiquement, on arrive à baisser le coût de la data parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a les niveaux les plus élevés par rapport au reste du monde, hein, en tout cas par rapport à l'Occident. Donc, il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle aussi la question de la qualité d'Internet. Et c'est vrai que derrière, il y a l'enjeu aussi de la bancarisation, mais on remarque quand même qu'il y a beaucoup de plateformes, hein, y compris d'abord les plateformes locales, nationales comme celle de Joe, mais également les plateformes internationales qui essaient de s'adapter justement à tout ce qui est mobile money, etc. Mais il faut que donc les téléphonies mobiles aussi jouent le jeu. Bref, il y a cet écosystème qui ne peut être réglé, comme on dit, réglementé que par les pouvoirs publics. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience, qu'on dise vraiment les industries culturelles et créatives sont importantes et on va faire le nécessaire pour qu'elles fleurissent. Ça, c'est clair. Il y a ce problème-là qu'il faut régler. Maintenant, en termes de est-ce qu'aujourd'hui, des artistes ivoiriens peuvent déjà bénéficier du digital? Certains le peuvent. Ceux qui ont, soit par rapport à leur singularité, soit par rapport au fait qu'ils sont dans des genres qui sont très internationaux, avoir une audience à l'international, eux, ils touchent déjà de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que, et je parle sous le contrôle de Joe, on va dire que plus des 2/3 des revenus du digital pour les artistes africains émanent de l'international, c'est-à-dire hors de l'Afrique. Donc, celui qui a la chance d'avoir une communauté à l'international va pouvoir toucher de l'argent. Et ce qui est intéressant avec le digital, c'est que ta musique que tu fais dans ta chambre, elle peut vraiment séduire quelqu'un qui est au Mexique ou qui est en Australie. Voilà. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas se décourager. On va dans le bon sens. Enfin, par rapport à le Burida, la SACEM, etc., ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est vraiment dans la musique au niveau de l'Internet sur ce qu'on appelle la fragmentation des répertoires. Donc, par exemple, Joe, il doit signer un accord avec la SACEM, il ne va signer un accord avec la SACEM que pour le répertoire que la SACEM représente. Donc, la SACEM, de toute façon, ne peut pas représenter le répertoire du Burida. Donc, ça veut dire que le Burida a de l'espace, a de la place pour pouvoir lui-même porter son répertoire, soit directement, soit via des accords comme ce qu'on pourrait mettre en place avec la SACEM, et donc défendre son répertoire sur le digital. Le Burida ne va pas laisser ses membres orphelins sur le digital. C'est très important d'avoir cela à l'esprit, quoi. Et puis, enfin, un dernier point que Asalfo a souligné et qui doit être interrogé au niveau du digital, c'est quoi? La rétroactivité. C'est vrai que normalement, enfin sur tous les autres types de droits, on a jusqu'à 3 ans au niveau d'une société de droit d'auteur pour récupérer quand on n'a pas encore déposé. Mais il faut savoir que sur le digital, c'est 18 mois. Après 18 mois, tu ne peux plus toucher. Tu ne peux plus toucher, c'est de l'argent qui est perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit sur le digital que c'est vraiment cette limite-là qui existe et essayer de déposer au fur et à mesure parce que quand on est membre, ce n'est pas tout, il faut aussi déposer ses œuvres pour que la société puisse défendre ces œuvres-là. Dans le digital, c'est vraiment important. Vous êtes membre, mais déposez vos œuvres. Voilà. Et puis derrière, la société peut faire le travail de façon efficace parce que c'est vraiment, dans le digital, c'est sur la part de marché. Tu ne pourras facturer, par exemple, Muscat, que sur la base du répertoire que tu représentes. Donc, Muscat va t'envoyer tout ce qu'il a joué dans le mois, par exemple au Burida, à la SACEM, il va dire « Retrouvez ce qui vous appartient dedans et envoyez-moi la facture ». C'est comme ça que ça marche dans le digital. Alors que dans les autres types de droits, par exemple pour la télé, c'est que c'est sur un chiffre d'affaires. Une télé, par exemple, la RTI, elle verse un pourcentage de son chiffre d'affaires annuel, en général, je parle annuel, au Burida. Donc, ça peut être, par exemple, 5% du chiffre d'affaires de la RTI qui est versé au Burida au titre du droit d'auteur. Et derrière, maintenant, le Burida essaie de reconnaître les œuvres. Mais
Le digital, c'est différent. Tu dois identifier tes œuvres, facturer pour qu'on te paye. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas quand même trop traîner. Et de toute façon, Assalfo, il gère le business, hein, donc il ne va pas traîner. Merci beaucoup, Chai. C'est un éveillé. C'est vraiment des échanges. C'est une plateforme qui vous est dédiée, donc on ne va pas vraiment monopoliser la parole. On va vous permettre aussi de poser des questions, de faire aussi des contributions. On a le micro, il est à vous. Je vous encourage vraiment à poser des questions. Je pense que Tamsi veut poser une autre question. On va lui permettre, on a un micro pour lui. Alors, ce que j'aimerais demander, c'est que j'ai commencé à faire des compositions il y a 7 ans. J'ai fait mon premier son qui a marché un peu ici il y a 6 ans. Et ensuite, quand ça a marché, je me suis rendu au Burida, notamment pour me renseigner sur comment m'inscrire afin que je puisse toucher mes droits en tant que compositeur et arrangeur. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne avec 12 œuvres déclarées d'artistes du Burida pour pouvoir m'inscrire en tant qu'arrangeur. Et sur le coup, je ne pouvais pas. Donc, il y a le son qui jouait dehors et moi, je ne pouvais pas rentrer en possession de mes droits. Et 1 an après, je me suis rendu en France et je suis allé à la SACEM. Et à la SACEM, j'ai montré la même musique. Ils m'ont dit, voilà telle information. Et j'ai pu m'inscrire avec une seule œuvre. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé, parce que quand tu t'inscris dans les répartitions, on te dit, il y a le territoire français, l'Europe ou le monde. Moi, j'ai dit, bon, comme je ne peux pas encore avoir 12 œuvres au Burida, je vais cocher le monde. Donc, j'ai coché le monde pour que la SACEM puisse prendre mes œuvres au Burida afin que je puisse rentrer en possession de mes droits. Et donc, là, ça fait, comme je le disais, près de 6 ans qu'ici, je signe beaucoup de déclarations. Je ne peux même pas compter. Et à chaque fois, quand je regarde dans mes droits de SACEM, il y a tous les territoires, sauf l'Afrique, en fait. Donc, même pas la Côte d'Ivoire. Or, la majeure partie des sons aussi que je fais ne marchent qu'en Afrique francophone. C'est vrai qu'il y a d'autres là-bas, mais j'ai plus de hits ici qu'ailleurs. Or, ça fait 6 ans que je n'ai touché aucun droit de toutes les musiques que j'ai faites et que j'ai remplies en tant que compositeur et arrangeur au Burida. Et encore, il y a un problème, c'est que même quand tu es artiste, avec une œuvre, tu n'arrives pas à déclarer au Burida. Et récemment, il y a une artiste comme Roséline Layo avec qui je collabore. On a fait son premier hit qui est donné nous un peu, qui est en train de vraiment bien marcher. Et là encore, on ne peut pas rentrer en possession. Donc ma question, c'est de savoir comment est-ce que se gère le fait de percevoir les droits du Burida en étant à la SACEM. Et de demander si le Burida peut réduire le nombre d'œuvres qu'on doit avoir pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Merci. On va redonner le micro au DG du Burida et peut-être repasser à Chai pour... Oui, mais vous êtes arrangeur, donc vous êtes créateur. Ces 6 œuvres qui vous sont demandées, je ne sais pas pourquoi vous parlez de 12, peut-être que c'était à l'époque, ou bien vous avez été mal renseigné, ces 6 œuvres. Et puis, dans certainement le décret qui va paraître, et même dans les dispositions anciennes, il est aussi dit que lorsque l'œuvre est réputée et avoir remporté une certaine somme
importante, avec une œuvre, on peut être membre du Burida. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas été bien renseigné. Vous n'avez pas été bien renseigné. Alors, les relations entre la SACEM et le Burida, bon, il y a des accords de réciprocité qui nous lient, c'est-à-dire qu'en matière de droit d'auteur, qui est ce droit d'auteur-là qui est territorial, donc il s'exprime uniquement que sur un territoire, vous ne pouvez pas aller ailleurs, pour permettre à vos sociétaires, à vos membres, de toucher des droits ailleurs, vous signez des accords avec des pays. Et donc nous avons signé un accord avec la SACEM, mais c'est un accord, vous savez que la SACEM, c'est uniquement que les droits d'auteur. La SACEM ne fait pas les droits voisins, la SACEM ne fait pas le cinéma, il ne fait pas la littérature, il ne fait pas le théâtre. La peinture, non. Voilà. Donc, ce partenariat-là fonctionnait bien. Mais à vrai dire, depuis un certain temps, il n'y a pas de relations financières entre la SACEM et le Burida. En tout cas, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore vu de transactions entre la SACEM et le Burida. Donc, à un moment donné, certainement que ce mariage-là a connu quelques difficultés. Mais nous sommes en train de repartir sur une nouvelle base pour qu'on puisse quand même protéger les intérêts de nos sociétaires. Bon, vous êtes ici. Vous dites que votre musique marche bien dans les pays francophones. Bon, et puis au Burida, vous ne venez pas et que vous dites « je déclare, je déclare, je déclare » ou bien « je crée, je crée, je crée ». Donc revenez. Revenez. L'ancienne directrice de la documentation est là. Revenez le lundi. Nous sommes vendredi. Revenez le lundi avec vos dossiers et vous serez membre du Burida. Oui. Il y a quelques années de cela, oui, on nous avait dit, si tu vas à la SACEM, il faut oublier le Burida. On a dit, ah, c'est que là, on va aller. Et c'est comme ça que j'ai coché le monde. C'est maintenant que vous venez de me dire qu'on peut être au Burida et être aussi à la SACEM. Moi, je ne connais que ce fonctionnement-là qu'en France. Parce que je me dis que tonton Assalfo, il est à la SACEM, il est à l'ADAMI, il est à la Petite Dame et tout. Mais ici, on nous avait dit, si tu es à la SACEM, tu ne peux pas être au Burida. Maintenant, moi, je te dis que si tu es à la SACEM, tu peux être au Burida. Oui, donc la question de l'information, elle est résolue. Je vous prends tout de suite. Je pense que voilà, il faut. Oui. Avant que vous ne répondiez à la question, oui. Je vais en profiter en même temps pour que on comprenne les enjeux. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner, après avoir répondu à la question, en termes d'ordre de grandeur, qu'est-ce que les droits digitaux sont capables de générer, par exemple, dans un environnement comme l'Europe, pour voir le manque à gagner, puisque là, on parle d'enjeux. J'aimerais aussi que vous puissiez aborder cet aspect-là. Oui, volontiers. Donc, pour compléter les propos de M. Ouattara, je voulais dire que effectivement, il y a un accord de représentation réciproque qui existe. Il y a eu des hauts et des bas dans la relation, mais comme vous voyez là, on repart vraiment du bon pied avec une refondation et une volonté de s'inscrire sur la durée. C'est pour ça qu'on est ensemble sur ce panel et qu'on se dit les vérités entre vous et nous, vous nos patrons et nous vos serviteurs, parce que c'est la réalité, hein, franchement. C'est comme ça, c'est vos droits qu'on collecte. C'est vos droits qu'on collecte. Donc, la raison d'exister des sociétés de droits d'auteur, c'est de collecter les droits. Si vous ne générez pas de droits, on ne collecte rien. Il faut se dire la vérité aussi. Donc, c'est vous les patrons, c'est pas nous. Il faut que ça soit clair. Et donc, oui, par rapport à ta situation particulière, par rapport au flux de droits, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien voir hein, avec le Burida. Dans tous les services de droits d'auteur, il y a ce qu'on appelle le département des réclamations. Donc, les réclamations peuvent exister et on peut les traiter. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder ensemble pour voir s'il y a de l'argent qui est bloqué dans les flux quelque part pour qu'on puisse décanter ça. Aucun souci. Maintenant, en termes d'argent, de droits, oui, le digital représente beaucoup de choses. Il faut savoir que nous, les derniers chiffres qu'on a... Excusez-moi. On va suivre ici. Oui. Je parle rapidement, ensuite on vous laissera la parole pour répondre à la question du modérateur. Le digital, par rapport aux derniers chiffres que nous on a à la SACEM, donc qui sont de 2020,
pesait près de 300 millions d'euros. Dans nos collectes aujourd'hui, le digital, par rapport au dernier chiffre, c'est près de 300 millions d'euros. Donc c'est énorme. Si on multiplie par les 656 euros de CFA, de francs CFA plutôt, on voit, voilà, c'est ça, 200 milliards dit, monsieur le directeur, qui est un grand financier. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça pèse, 200 milliards à la SACEM aujourd'hui, le digital. Wow, et on parle des chiffres de 2020. Vous pouvez être sûr qu'avec la pandémie, qui a accéléré la transition digitale, quand on va sortir les chiffres en fin 2022, ça va être presque le double, parce que ça galope. Hein. Tous les 3 mois, on montait quasiment de 100%. Wow. Voilà, on en est là. C'est exponentiel. C'est énorme. Grand-Frère, tu voulais ajouter quelque chose, sinon on passe à une autre question? Non, moi je voulais le rassurer qu'on peut être inscrit à la SACEM et être inscrit au Buruda. D'ailleurs, ce que tu ne sais pas, bon, ce n'est pas pour dire du mal de la SACEM, mais peut-être que c'est maintenant que la SACEM se concentre sur les droits africains. À l'époque où nous on s'inscrivait, bon, peut-être j'étais encore jeune parce que moi j'étais à la SACEM en 2001, on te faisait cocher la case, mais il y a au moins tous les pays africains qui sont quelque part, c'est eux-mêmes écrits sauf au stylo. Sauf ces pays. Parce que peut-être qu'il y avait un problème de recouvrement et signer à la SACEM, c'est un engagement que la SACEM prend. La SACEM ne peut pas prendre un engagement de recouvrir tes droits au Cameroun, sachant que les droits d'auteur au Cameroun sont mal gérés. Donc la SACEM évitait des problèmes avec ses membres à l'époque et disait, nous on peut vous signer pour les territoires que nous recouvrons, mais les autres territoires, il y a des accords de réciprocité. On va recueillir, on va leur donner, vous allez aller chercher. Toi-même, tu as dit que tu as signé un monde. Et puis, ils t'ont ramené en Afrique. Donc, parce qu'ils ne signent pas pour les Africains, parce que les Africains, à l'époque, ce n'était pas encore organisé. Mais aujourd'hui, Tchaye, il est avec moi. Avant de rentrer à la SACEM, il sait quelle lutte on a menée ensemble. Aujourd'hui, les gens ont compris que l'Afrique, c'est l'Eldorado de l'industrie musicale. Donc, tout le monde se rabat sur l'Afrique. Avant, tu ne pouvais pas voir de Sony ici. Tu ne pouvais pas voir de Warner ici. Tu ne pouvais pas voir d'Universal ici. Maintenant, ils ont vu que c'est un territoire vierge où il y a encore des potentialités. Donc, tout le monde descend. Moi, mes contrats avec... je parle de moi, je n'ai pas parlé de Magic System. C'est des contrats individuels qu'on signe souvent avec les maisons de disques. Mais... mon contrat individuel, j'ai vu que quand je le renouvelais avec Warner, ils ont mis à l'intérieur monde entier et le sauf Côte d'Ivoire et tout ça avait disparu. Et quand tu n'es pas vigilant et que tu lis seulement l'argent qu'on te donne, à un moment donné, tu signes. Or, tu viens de vendre ta vie au diable. Donc, tu regardes, je dis, tous les accords que j'ai signés, il n'y avait pas, c'était le monde entier, sauf la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, tout est cité là. Mais pourquoi dans ce contrat, je n'ai pas tous ces pays-là? Ah ben non, parce que désormais, les majors ont inclus l'Afrique dans leur gain, parce que l'Afrique est devenue le gros sac à argent. Donc maintenant, il faut être vigilant dans ce que vous faites. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si tu retournes pour des contrats que tu as signés où on t'a ramené en Afrique, on va te ramener en Afrique. Ça, jamais. Hein? C'est devenu des droits universels. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va prendre votre question. Il y a une main là, monsieur. Merci beaucoup. Je suis le président Chris de Taï des artistes ouest de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à Salfo. Je voudrais dire merci au DG du Buruda. C'est pour chapeauter ce qu'ils ont dit. Le jeune n'est pas au courant de ce qui se passe au Buruda. Nous sommes les anciens. Vous êtes même mon petit-fils. Voilà. Je m'appelle Chris de Taï. Nous, à l'époque, ça c'était le Buruda d'avant. 12 titres, ceci, cela, avec la nouvelle administration du Buruda. Avec le nouveau DG Karim Ouattara, tout va bien et ça commence à aller chez les artistes de Côte d'Ivoire. Je lance l'appel à tous les artistes de Côte d'Ivoire, à tous les arrangeurs. Celui qui n'est pas sûr qu'il aille au Buruda pour se renseigner, pour constituer son dossier et puis le déposer. Ça ira. Ça va même déjà.
Merci. Jeune, faut pas écouter les ondits. Va droit au but. Ce monsieur-là, il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Et puis avec Assalfo à côté, voilà Fadalde qui est assis là, voilà Zongo. Il y a des artistes de renom qui sont en train de travailler avec lui. Moi, je fais du tradi moderne, mais disons la variété, ça va aller pour toi. Vas-y au Burida le lundi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre brillante contribution. Il y a des mains. Voilà. Regardez si en priorité une dame a levé la main. Allô. Ok, on a déjà quelqu'un qui a le micro ici. Ah, d'accord. Allô. Non, s'il vous plaît, on le prendra et ensuite on prendra votre question. Restez juste à côté de lui. On vous prend et on prend... non. Voilà, allez-y, posez votre question. Merci beaucoup. Je suis Legan Kofi, promoteur du Goli Papa, Goli authentique. Merci à Salfo, mon cher ami. Bravo et félicitations. Tous mes encouragements. Et aussi au DG, qui est en train de faire des efforts pour les artistes de Côte d'Ivoire. Ma question s'adresse aux représentants de la SACEM. En 2014, j'ai fait un album, L'infidélité, qui est piraté sur le sol béninois, qui a été piraté sur le sol béninois par la grande chaîne LC2. J'ai déclaré l'album au Burida et quand ils ont commencé à jouer sur les chaînes, et je suis allé me plaindre au Burida. J'ai accusé le Burida et le Burida à son tour a accusé le Bénin, c'est-à-dire le Burida. De 2004, aujourd'hui, nous sommes à 18 ans. À chaque grande réunion comme celle-ci, je ne fais qu'à me préoccuper de cette situation. Mais je suis là, quand je vais toujours au service juridique du Burida et on me laisse entendre, la SACEM va s'occuper, la SACEM va venir. C'est devenu comme vraiment que je ne sais quoi. Donc je suis sur mes attentes. Dieu est là. Dieu est devant moi aujourd'hui. Et si c'est tant, pourquoi ça tarde tant? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on ne nous dédommage pas? Et ça tarde tant. Donc voici ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question et puis revenir à nos intervenants. Voilà, on prend votre question. Allez-y, posez votre question rapidement. Une question à un seul volet et puis on revient à nos... Ok, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est l'artiste DJ Bonbon, le taïwanais chanteur. Moi, ce n'est pas une question, c'est une suggestion au grand frère. Tout à l'heure, il a dit, lorsqu'on ne chante pas, on n'a rien. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que lorsqu'on va au village, on n'attend pas, c'est pas Serge Bino, on joue là-bas, hein. C'est pas Ariel Chéné. On attend, à nous les petits, on attend Clé Salé, on attend Baïs Pinto, on attend les Lama, on attend, les anciens sont des garagistes. Donc, c'est pour lui dire que lorsqu'on ne chante plus, on n'a rien, ce n'est pas un bon slogan. Il faut toujours penser au rétro. Même dans les maquis, à une certaine heure, on joue les rétros de 1980 jusqu'en 2022. Donc, je ne suis pas d'accord pour ce slogan. Lorsqu'on ne chante pas, on a chanté. Donc, on doit percevoir toujours quelque chose au Burida. Merci pour votre contribution. C'est des échanges francs. De toute façon, ils auront l'occasion de rebondir. Mais on va revenir. On va donner le micro à Zongo. Et on donne le micro à Zongo. Et on est heureux, il y a une dame qui a levé la main. Donc, après Zongo, vous poserez votre question. Et ensuite, on reviendra à nos panélistes. J'ai des questions aussi pour vous. On reviendra. J'ai aussi appris que Dieu était dans la salle. On va peut-être prendre le temps de le chercher aussi. Bonjour, moi je m'appelle Zongo, je suis comédien, mais il m'arrive de faire la musique. Voilà. Moi, ce n'est pas véritablement une préoccupation, parce que tout à l'heure, on parlait de rentabilisation dans le digital. Les codes ne sont pas encore mis en place, ça veut dire que même si on a la volonté politique n'accompagnant pas, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et j'ai eu la chance de participer à
un genre de rencontre comme ça où j'ai rencontré 2 jeunes gens qui sont guinéens, qui ont réussi à mettre en place une plateforme où les artistes ont la capacité, la possibilité d'héberger leur son, et c'est eux qui sont chargés d'envoyer ça vers les autres plateformes. Parce qu'aujourd'hui, aller sur Spotify, tout le monde n'a pas la capacité. Et ils ont créé un hub, ils ont créé un espace qui existe, que j'ai ici, où tu peux t'inscrire, et c'est eux maintenant qui sont intermédiaires entre toi et puis les autres plateformes. Plus de 50, 250, ainsi de suite. Aujourd'hui, moi, j'ai une doléance. Je devais la faire en privé, mais je la fais en public, parce que on dit les pessimistes trouvent des raisons de se justifier, les optimistes avancent. Nous sommes au FEMIA, c'est grâce à quelqu'un. Je ne suis pas griot. Donc, je voudrais demander solennellement au frère Salif de se pencher sur ce volet-là. C'est vrai que quand une plateforme est mise en place par un Africain, les Africains, par cette transformation intérieure, n'ont pas la capacité de croire en leurs frères africains. Il faut qu'ils croient à quelque chose qui vient d'ailleurs, parce que nous a appris à ne pas nous aimer nous-mêmes, ça c'est un autre volet. Mais nous, on souhaite, aujourd'hui, en tant qu'artiste ivoirien, moi je souhaite que Asalfo pense à mettre une plateforme en place qui donne la possibilité à chaque artiste de pouvoir mettre sa musique en ligne. Et cette plateforme-là va être intermédiaire entre les artistes et les autres plateformes du monde. Ça va faciliter la chose à beaucoup de gens. Qu'on soit tradit moderne, qu'on soit moderne d'actualité, moderne du passé, peu importe. Chacun va héberger sa musique là-bas et après, on verra les résultats. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, c'est que quand vous mettez votre musique sur une plateforme, c'est vous qui devez faire la promotion de la musique pour que les gens aillent voir, cliquer, regarder pour que vous gagnez de l'argent. Le fait qu'on mette la musique sur iTunes ne fait pas de vous un milliardaire, non. Si vous mettez la musique, derrière, vous devez communiquer pour dire que la musique a été mise en ligne, ça fonctionne, vous devez envoyer les liens partout pour que les gens regardent, qu'ils cliquent. C'est seulement quand ils regardent, qu'ils streament, que vous devez avoir, que vous allez avoir de l'argent. Donc, vraiment, le frère, penche-toi sur ça. Ceux qui estiment que comme c'est un Africain qui a fait, ils ne vont pas aller là-bas, ils vont aller où ils ont l'habitude d'aller. Nous, on va aller là-bas parce qu'on sait au moins que si ça ne va pas, on peut trouver à ça pour lui demander. Merci Zongo. On va permettre à la dame de poser sa question. Madame, vous avez le micro, vous pouvez poser votre question. Okay. Présentez-vous et vous posez votre question. Merci beaucoup, je suis Fanta Koné, je travaille pour une organisation internationale. Donc je suis experte du digital et jeune. Et on utilise ce qu'on appelle Instagram Music, voilà, pour les jeunes. Ça marche dans la plupart des pays francophones que j'ai visités. Ça marche à Dakar, ça marche à Lomé, mais ça ne marche pas à Abidjan. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. On m'a parlé du fait que le Burida bloque, ce qui va m'étonner. Donc, j'aimerais juste savoir, en fait, où ça bloque, avoir la bonne information. Pourquoi on n'a pas Instagram Music en Côte d'Ivoire, tout simplement. Merci. Merci Fanta. Donc, on va permettre d'abord, on vous reprendra tout de suite, je vous ai remarqué, j'ai retenu, je vous donnerai la parole, mais pour ne pas faire lourd pour eux, on va leur permettre de répondre aux questions. Monsieur le DG, un de nos artistes dit avoir été piraté sur le sol béninois. Depuis plusieurs années, il reste en attente. Non, je pense que Okio est là aujourd'hui pour représenter la SACEM. Et je ne pense pas qu'il va s'hasarder à vouloir répondre à cette question, sauf s'il est assez courageux pour le faire. Bon, maintenant, en ce qui concerne la préoccupation de notre société, je pense que, bon, je viens aussi d'arriver. Hein. Voilà, ça fait seulement 2 ans que je suis là. C'est des choses qu'on pourra regarder. C'est des choses qu'on pourra regarder. Si c'est encore d'actualité, si on peut poursuivre, on le fera. Voilà, si on peut poursuivre, on le fera. Donc, ressaisis-nous, envoie-nous un courrier de réclamation et nous allons traiter le courrier. Et nous avons une procédure de traitement qui fait que, généralement, elle est très efficace. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de la musique ancienne qui a écouté oui, Asalfo, oui, quand on ne chante plus, c'est vrai. Mais ce que Asalfo voulait dire, à mon sens, c'est que quand votre musique n'est pas
exploité, c'est difficile d'avoir de la répartition. Nous sommes allés en benchmark en France pour aller apprendre dans le cadre de la mise en œuvre de la copie privée que j'aborderai plus tard. Mais nous avons compris que le droit d'auteur ne faisait que vivre que moins de 4% des sociétaires d'une maison de gestion collective. Vous voyez, moins de 4% des artistes qui veulent vivre du droit d'auteur sur 100. Donc, pour dire que le droit d'auteur n'est pas la seule source, et c'est vraiment une source pas aussi importante que les cachets des concerts. Ça, c'est de 1. De 2, quand vous jouez ou votre musique est exploitée, comme vous avez dit dans les villages, et que nous n'avons pas les moyens d'aller percevoir dans les villages, vous avez beau être joué, on ne vous répartira pas l'argent qui est collecté à Yopougon, ou bien qui est collecté dans une boîte de nuit, et que la boîte de nuit nous a fourni un programme, donc une playlist. Vous voyez, si votre musique est jouée, c'est que vous-même, souvent, vous prestez dans les endroits, dans les lieux. Si vous ne nous informez pas que j'ai un spectacle dans tel baki, à Tafiré chez moi là-bas, et que nous, informés, nous puissions mettre en branle notre circuit de collecte pour aller collecter 5 000 francs ou 10 000 francs à Tafiré pour votre compte, comment voudrez-vous qu'au moment de la répartition, qu'on vous verse l'argent des autres? On ne peut pas verser l'argent des autres. C'est pourquoi nous demandons toujours aux artistes, informez-nous de vos spectacles. Votre cachet vous appartient. Le cachet symbolise votre présence physique sur l'espace. Le droit d'auteur que nous partons percevoir, c'est le fait que vous allez exploiter publiquement l'œuvre de l'esprit, sur laquelle vous n'êtes pas le seul ayant droit. Quand vous partez jouer dans un maquis, le morceau que vous jouez là, est-ce que vous êtes le seul qui avait créé ce morceau-là? Il y a des instrumentistes qui ont des droits, il y a le producteur, il y a l'arrangeur, il y a le compositeur. Donc si vous ne voulez pas de vos droits, informons-nous au moins pourquoi on a collecté les droits des autres, parce que si eux n'avaient pas participé à votre œuvre, vous ne serez pas allé l'exploiter publiquement. Ils ont aussi des droits comme vous. Et nous sommes en train de voir comment tricher positivement sur la SACEM, qui donne également des carnets aux artistes, et ces carnets-là symbolisent la matérialisation de leurs prestations dans des endroits bien précis, et après cela, nous-mêmes, a posteriori, nous pourrons faire des recours aux organisateurs des spectacles, vu qu'il y a un décret qui organise mieux les spectacles en Côte d'Ivoire. C'est un décret d'octobre 2021 qui a été signé et même publié, vous voyez. Donc, dorénavant, on pourra mener des actions de coercition sur les organisateurs des spectacles qui vous utilisent et qui ne payent pas au Buruda vos droits. Mais il va sans dire que vous-même, vous devrez être assez consciencieux pour que ces carnets-là, lorsque nous allons vous les donner, que vous puissiez à tout moment les faire viser, amener l'organisateur du spectacle à payer. Vous comprenez? Et donc ça, on va le faire. Il y avait une autre question sur Instagram Music. Voilà, Instagram Music, Madame Koné, experte du digital. Bon, je ne sais pas, si vous m'aviez dit que le dossier était au Buruda, j'aurais pu demander, je suis venu avec des directeurs techniques qui sont là, j'aurais pu demander à quel niveau il est. Mais vous-même, vous ne savez pas. Vous dites, on dit que le Buruda, venez le lundi matin au Buruda, et je pense que si le dossier est à notre niveau, vous saurez pourquoi il est bloqué. Et s'il n'y a pas de raison évidente de le bloquer, votre dossier sera signé. Je vous remercie. Merci. Grand Frère Safo avait été interpellé. Je ne sais pas s'il veut réagir. Oui, mais je crois que le frère n'a pas compris ce que je voulais dire. Parce que ne plus chanter, c'est pas qu'on ne t'écoute plus. Mais quand tu sors un album, nous on a sorti Premier Gaou en 1999. Les droits qu'on touchait en 2000, 2001, 2002, 2003, jusqu'aujourd'hui de Premier Gaou, ne sont plus pareils à ce jour comme ce qu'on touchait il y a 20 ans de cela. Quelqu'un qui ne chante plus, c'est pas qu'on n'entend plus sa voix.
quelqu'un qui ne chante plus, c'est que cette personne n'est plus en audience, n'est plus écoutée. Pourquoi c'est au village on t'écoute? Qui produit un album pour être écouté au village? Même un artiste qui n'a pas d'ambition, il a envie d'être écouté partout, pas au village quand même. Le recouvrement des droits d'auteur, il n'y a aucun pays au monde qui peut recouvrer tous les droits d'exécution publique. Il n'y en a pas. Maintenant, si toi, tu n'as pas la chance que pour toi, là, c'est au village, on écoute, dis-toi qu'on n'a pas recouvré, donc tu ne seras pas payé. Le recouvrement se fait dans l'espace où on a pu déceler quelqu'un en train d'utiliser ton œuvre. Les droits d'exécution publique, c'est ça. Je vais te donner l'exemple du YACAST en France. Comment le classement se fait en France pour que tu comprennes. On ne rentre pas dans les villages pour aller écouter qui écoute quoi ou tant. Le classement YACAST, on sélectionne les 90 plus grosses boîtes de nuit en France. On sélectionne toutes les chansons que les gars jouent. Même la minute est comptée. La chanson qui est jouée à 22h n'est pas écoutée par le même nombre de personnes que la chanson qui est écoutée à minuit. 22h, c'est ouverture de boîte de nuit. Il n'y a que 3, 4, 5 personnes. À minuit, la boîte est pleine. Il y a plusieurs personnes. Donc, même au niveau de ça, même au niveau du minutage, on repère l'exécution de la chanson de quelqu'un. A fortiori, au village où on n'arrive pas à repérer qui a joué quoi. C'est pourquoi la copie privée existe. La copie privée vient compenser peut-être ça. Le magnéto dans lequel on t'écoute au village, là. Ce magnéto-là, s'il y a une taxe qui est prélevée sur ce magnéto, ça va venir combler le manque à gagner, le fait que le Buruda ne soit pas au village pour contrôler ce qui est en train de jouer. Donc, comme on ne peut pas te payer sur ta musique, ils vont te payer sur le magnéto qui a écouté ta musique. Parce que ce magnéto a été dédouané. Donc, les histoires de droits d'auteur, on n'est pas venu pour discuter, on est venu pour échanger et se donner des idées. Si vous trouvez que ce que je dis est péjoratif ou bien c'est vexant, ben écoutez, je retire ma parole pour ne pas vous vexer, mais toujours est-il dans mon esprit qu'un artiste qui ne produit plus d'œuvres ne peut pas toucher les mêmes droits d'auteur que quand il produisait. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci à Salfo. Je pense que Tchaye voulait dire quelque chose. On reviendra à Joe Mpondo et à... Oui, pour parler de l'importance économique du droit d'auteur. Le directeur du Burida a posé les choses dans un contexte, on va dire, africain, où aujourd'hui, effectivement, le droit d'auteur ne... Le directeur du Burida a posé les choses dans un contexte africain où aujourd'hui, effectivement, le droit d'auteur ne rapporte pas encore assez. Mais on est tous ensemble, et lui le premier, déterminés à faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Et à ce titre, c'est toujours bien d'avoir des éléments de comparaison. Aujourd'hui, le droit d'auteur, c'est près de 10 milliards d'euros collectés au niveau mondial. Il y a eu même une baisse à cause du Covid, mais pré-Covid, on était à un peu plus de 10 milliards d'euros. Si on multiplie par 655, vous voyez que ça fait déjà 655 milliards multipliés par 10. C'est ce que représente le droit d'auteur au niveau mondial. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Thomas l'a dit, ça dure 70 ans après votre mort. On va même dire, si vous avez fait une chanson à deux, c'est le dernier qui meurt, qui déclenche le compte à rebours. Donc, si un meurt, on va dire dans 10 ans, et un autre meurt dans 20 ans, c'est dans 20 ans qu'on va commencer à faire courir le délai des 70 ans. Donc, ça veut dire que vous allez manger dedans, vos enfants vont manger dedans, vos petits-enfants vont manger dedans. Si vraiment vous avez généré des droits, donc vous avez été exploité. Donc, il y a vraiment de l'argent et de l'argent sur la durée dans le droit d'auteur. Mais effectivement, pour aller dans le sens du directeur général, aujourd'hui, l'Afrique pèse moins de 1% de ces 10 milliards d'euros qui sont collectés au plan mondial. On peut voir ça comme un problème, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que la marge de progression est immense. Parce qu'on sait que du berceau jusqu'à la tombe en Afrique, il y a la musique qui est exploitée. Donc, c'est ce territoire qui devrait être celui qui génère le plus de droits. Et donc, ça veut dire que les artistes africains, dont le premier territoire, comme le disait Tamsir, c'est d'abord l'Afrique, progressivement vont enfin pouvoir bénéficier des droits et demain n'auront rien à envier à des gens comme Michael Jackson et ses héritiers, les Beatles, Bob Marley, etc. C'est l'enjeu, c'est ce qui se joue aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est tous ensemble pour essayer de faire avancer la cause. Et je tenais à dire qu'on s'intéresse beaucoup à l'Afrique,
mais on continue de toujours privilégier, chaque fois que quelqu'un veut adhérer chez nous, de penser à adhérer à sa société d'origine, au moins pour son pays d'origine, si possible même pour l'Afrique, pour que justement cette société puisse pouvoir se constituer un répertoire et générer des droits. Parce que si on n'a pas de membres, on n'a pas de répertoire, on ne peut pas non plus se développer. Donc c'est vraiment sur cette ligne qu'on est, et ceux qui discutent avec moi peuvent vraiment attester de cela. C'est de faire en sorte que les sociétés africaines puissent trouver un espace pour se développer et capitaliser sur ces opportunités qu'aujourd'hui le digital, mais la musique en général, sont en train d'offrir aux créateurs africains sur leur continent. Merci, Tchaye. On va ramener le micro rapidement de mon côté avec Thomas Veil et Joe Mupendo. J'ai une question. Sous nos tropiques, on observe que Je pense qu'on pourra, il pourra réagir et on reviendra. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais poser une question. Sous nos tropiques, les mélomanes, la plupart des mélomanes tuent les artistes par amour pour eux. Je m'explique. Si moi je vais sur YouTube et que je vois un morceau de Zongo, puisqu'il dit que quand il le veut, il devient artiste, chanteur. Je télécharge, je le mets dans mon téléphone et j'écoute en boucle. Et du coup, il n'arrive même pas à profiter de ces droits-là. Donc ça nous envoie peut-être à la question de la législation aussi vis-à-vis du mélomane, parce que là, on a beaucoup parlé de l'artiste, de la législation, de tout ça, mais et le mélomane dans tout ça, au-delà de tout ce qui est sensibilisation, est-ce qu'il ne faudrait pas un cadre réglementaire qui est un peu coercitif pour pousser le mélomane sous nos tropiques à respecter les droits d'auteur? On est en train de parler de droits digitaux, mais ça commence même avant ça. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour permettre aux mélomanes de mieux aimer leurs artistes? Voilà, la question est pour vous deux. Vous pouvez rebondir aussi. Oui. Tu veux commencer? Ok. Il pose toujours des questions qui sont des questions d'études ou de thèses de docteur. Des magnifiques échanges. En tout cas, applaudissez-vous vous-même parce que les questions que vous posez sont pertinentes. Alors, comme je le disais au début, tout est une question d'éducation. Je pense que Assalfo l'a monté, il a parlé de ça, notre éducation culturelle. Tout le monde a parlé justement de ça, c'est la première chose. Au fait, on doit sensibiliser. D'où cette politique panafricaine que nous voulons. La raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble et que nous nous sommes mis ensemble avec d'autres actifs et producteurs et opérateurs culturels africains pour justement essayer de voir comment est-ce que, même d'un point de vue déjà africain, nous puissions travailler pour sensibiliser sur l'industrie culturelle et créative. Et ensuite, chacun d'entre nous devra travailler dans son pays pour pouvoir continuer à atteindre les objectifs que nous voulons. Parce que ce que nous voulons d'abord déjà, c'est que l'artiste africain puisse, quand je dis artiste, je parle de toute la chaîne de valeur, ça veut dire le compositeur, le comédien, et ainsi de suite, ok? Que l'artiste africain puisse vivre de ses œuvres et que son héritage puisse aussi vivre de ses œuvres. Raison pour laquelle nous, dans notre réflexion, nous avons justement développé, nous avons investi de l'argent pour créer une plateforme faite par des jeunes Africains. Ce sont des jeunes Africains du Cap-Vert et du Congo qui ont développé cette plateforme. L'argent vient d'Africains. Les gens qui travaillent sont des Africains. Près de 20 jeunes qui travaillent. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est justement pour pouvoir répondre à la question que tout le monde se pose ici. Mettre en avant et promouvoir les œuvres des Africains. La plateforme que nous avons pour répondre un tout petit peu à ce que vous voulez est une plateforme qui est créée par des personnes qui sont des anciens artistes, qui sont ou artistes aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent l'artiste Mohombi,
il est un des propriétaires de cette plateforme. Et elle est aussi justement ouverte pour que les artistes africains puissent détenir des droits dans cette plateforme. Nous voulons que ce soit une plateforme détenue par des artistes africains pour pouvoir travailler et développer l'écosystème autour de cette plateforme africaine. C'est important de le comprendre, justement parce que nous voulons répondre à quelque chose. On ne peut pas comprendre la problématique de l'artiste africain si on ne l'a pas vécu soi-même. On ne peut pas comprendre. Déjà, si on prend Spotify dans son entièreté, uniquement 20% des artistes de Spotify ont été streamés à plus de 50 fois par mois. Ça veut dire qu'il y a 80% du catalogue de Spotify qui n'est pas streamé plus de 50 fois par mois. 80%. Et le catalogue de Spotify est énorme. Et dans ces 80%, vous savez où les Africains ils sont? Ils sont dans les plus bas et des plus bas et des plus bas. Pourquoi? Parce que Spotify, sans vouloir trop cracher dessus, c'est une plateforme qui est magnifique et qui m'a beaucoup inspiré et qui continue à inspirer. Mais réellement, est-ce qu'elle va s'occuper de toi? Est-ce qu'elle va vraiment, dans sa politique, elle va vraiment vouloir te développer toi, dans ta carrière? Je ne pense pas. C'est une plateforme globale. C'est pour ça qu'il faut effectivement créer, et je suis d'accord avec vous, créer des solutions africaines. Nous avons des personnes qui sont très intelligentes. Nous avons des personnes qui ont pu démontrer qu'elles savent gérer des entreprises. Donc, c'est là que nous devons aller. Et ensuite, nous devons continuer à travailler sur la sensibilisation, nous éduquer. Ce genre de conférences ici sont très importantes parce que là, c'est là que nous pouvons échanger, apprendre beaucoup de choses sur les droits d'auteur, apprendre beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on gère sa carrière, son entreprise et ainsi de suite. C'est hyper important de pouvoir le faire. Il n'y a que comme ça que l'Afrique va réellement pouvoir créer cette industrie culturelle et créative que nous voulons créer. Sans ça, on continuera à se plaindre. On continuera à voir nos chansons être plagiées. Et comme vous dites, pour répondre maintenant à votre question, on continuera à avoir des mélomanes qui vont tuer leurs artistes parce qu'ils ne sont pas prêts à payer pour. Ok? Dans notre réflexion aussi, nous devons comprendre ce que Salif disait. Nous devons comprendre les réalités de l'Afrique. Très basse inclusion financière, le data coûte très cher, et ainsi de suite. Nous le savons. Et c'est pour ça que nous devons trouver des alternatives. Okay? Nous devons trouver des alternatives pour faire entrer de l'argent rémunéré. Le business model, par exemple, de Spotify et tous les autres est un business model de rémunération sur les advertisements, sur la publicité. Okay? Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, en Afrique, au jour d'aujourd'hui, pourrait marcher. Mais pour cela, il faut avoir de la masse. Votre plateforme doit amener assez de masse pour qu'une compagnie, une banque ou autre vienne mettre de l'argent en publicité là pour pouvoir répartir cet argent chez vous. Mais c'est une alternative. Une autre alternative, effectivement, c'est la copie privée. En RDC, RDC a signé pour la copie privée. Depuis des années, nous avons collecté de copies privées. OK? Ça va de la douane, ça va directement au ministère des Finances. Les ministères des Finances, nous ne savons pas ce qu'ils en font avec. Nous avons estimé près de 100 millions de dollars par an. 100 millions de dollars par an que la RDC pourrait collecter en copie privée. Mais ce que la RDC a collecté l'année dernière était peut-être 400 000 dollars en termes de droits d'auteur. Donc vous voyez les inadéquations. Il y a des taxes, on adore créer des nouvelles taxes. Je ne sais pas comment c'est ici en Côte d'Ivoire, mais chez nous, on crée des nouvelles taxes tout le temps. Et donc, il y a une possibilité de pouvoir, s'il y a une volonté politique, il y a une possibilité de pouvoir créer des revenus alternatifs pour pouvoir rémunérer les artistes autrement, afin que la population en fait, puisse contribuer. Hein, même si elle n'a pas d'argent, elle peut contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que l'argent entre
pour que ce soit reversé chez les artistes. Et c'est ça que nous devons penser, jusqu'à ce que nous soyons dans un bon cadre, que nous soyons développés, entre guillemets, dans notre industrie. Nous devons réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire entrer de l'argent de manière alternative. Merci. Merci beaucoup. Merci, on va permettre à Thomas Veil de... Et comme on a une contrainte de temps, on a 5 à 10 minutes pour boucler. Du coup, vous pouvez comprendre. On va prendre votre question. On va prendre votre question et revenir à... Bonsoir tout le monde et merci encore. Alors, moi, c'est Jonas Kiki. Je suis communicateur et bon, j'ai plusieurs casquettes, mais ce soir, je me présente comme communicateur et en même temps producteur. Alors, j'ai une question un peu bête, même s'il n'y a pas de question bête. La question, c'est quand on était assis avant que l'événement ne commence, il y a une question qui avait été posée par un jeune frère et le monsieur du Burida a répondu qu'en fait, dans la collecte de fonds et de l'argent à redistribuer aux artistes, bon, il a dit que c'était 100 francs. C'était une somme symbolique ou bien c'était 100 francs. Alors moi, ma question, c'est pourquoi c'est 100 francs et pourquoi pas 1000 francs? Je ne sais pas si la question est claire. Hein? Je repose la question. Alors, à moins qu'elle soit claire, j'ai 2 questions. C'est bon? Non, en fait, la deuxième question, c'est qu'est-ce que les artistes, comme Assalfo ou bien le peuvent conseiller à des jeunes qui sortent une œuvre musicale? Parce qu'aujourd'hui, quand on sort une œuvre musicale, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Quels conseils peuvent vous donner en tant qu'artiste? C'était la deuxième question. Merci beaucoup. On va juste ramener le micro ici. Avant de poser la question, on prendra tous nos panélistes qui voudront répondre à la question. J'aimerais quand même redonner le micro à Salfo pour l'idée qui avait été émise par Zongo pour qu'il puisse se prononcer là-dessus. Et on donnera le micro au DG du Burida parce que je pense que c'est lui qui est directement interpellé par la première. Ok. Merci déjà pour l'idée proposée. C'est vrai qu'actuellement, j'ai mis une structure en France. Ça, c'est pour s'occuper de nos affaires françaises. Pas encore ici, pour essayer de mettre en place la plateforme qui va pouvoir mettre sont des artistes avec lesquels nous signons. Aujourd'hui, nos artistes, rares sont ceux qui sortent avec des contrats. Ce genre de plateforme demande souvent qu'on soit en règle vis-à-vis des normes qui sont requises. Tu ne peux pas aller mettre un artiste sur une plateforme s'il n'y a pas de contrat. Tu ne peux pas dire Zongo c'est mon gars, il m'a donné sa musique, ok je vais mettre ça sur une plateforme. Il n'y a aucune base légale. Si demain quelqu'un apparaît pour dire Zongo son son là, c'est moi qui suis son producteur, je suis à mal. Donc il y a une réorganisation à notre niveau déjà, qu'on soit sérieux nous-mêmes. Ça répond à la question, à la dernière question qui disait comment est-ce que, ça c'est la question du frère, quel conseil on peut donner à un artiste pour pouvoir mieux gérer sa carrière. Mais il y a des choses qui sont tellement basiques. On a des aînés. Moi, à l'époque, je ne m'empêchais pas d'approcher Alpha Blondy ou Mewe pour savoir des choses. Et puis après, je suis arrivé en France. Je participais à des séminaires auxquels on ne m'a pas invité. Des séminaires qu'on organisait. Je partais à la SACEM, j'allais voir à l'époque les Madame Delétan et tout ça, avec qui je discutais, c'est quoi, comment on appelle, l'édition. Beaucoup d'artistes africains, par exemple, ne savent pas ce que c'est que l'édition. Or, l'édition, ça peut être ce qui va garantir même la vie d'un artiste sur ses droits d'auteur. Ici, on s'en fout des éditeurs, on fonctionne en droit réservé. Moi, quand je suis arrivé pour toucher mes droits d'auteur à la SACEM, on m'a dit, vous êtes en DR. J'ai dit, DR, c'est quoi? On dit, vous êtes en droit réservé. J'ai dit, ça veut dire quoi? On dit, non, vous êtes sans éditeur, donc tous vos droits d'auteur vous reviennent. Quand il y a beaucoup de droits d'auteur, c'est bon. Mais quelqu'un m'a dit, si tu avais un éditeur, ce qu'on t'a donné, tu aurais pu avoir 4 fois. Parce que cet éditeur allait aller chercher d'autres marchés pour toi. Il allait aller chercher des publicités pour toi.
le gros défaut des artistes ivoiriens et africains en général, on ne s'entoure pas d'équipe. On marche avec des amis du quartier. Il m'a accompagné en studio 4 fois. Il devient en même temps mon manager. Il ne connaît rien au métier. Il ne connaît rien au métier. Donc, à un moment donné, si on ne sait pas faire la part des choses entre la famille, les amitiés au quartier et le business, moi je vous ai dit, ce qu'on fait là, ce n'est pas du divertissement. C'est ceux qui dansent sur notre musique qui se divertissent. Sinon, nous, on travaille. Voilà, merci. D'accord. Oh, le DG du Burida, oh, est-ce qu'ils sont payés j'ai entendu 100 francs. J'avoue que moi aussi. Oui, non, en fait, je pense qu'il n'a pas perçu l'exemple qu'il avait donné. Mon collaborateur avait juste dit que si un bar ou bien, bon, j'ai fait simple hein, pour reprendre, j'ai fait simple, le bar climatisé ou la boîte de nuit nous paye 100 000 francs par mois et que le bar climatisé nous envoie 1000 œuvres qu'il a jouées dans le mois, ça fait 100 francs par œuvre. Vous voyez, ça fait 100 francs par œuvre quand nous allons faire la répartition. Et dans les 100 francs par œuvre, vous-même, vous êtes peut-être 10 sur le morceau, sur l'œuvre, ou bien vous êtes 15. On va diviser encore les 100 francs par 15. Vous voyez, donc c'est cet exemple qu'il a pris. Alors, il a raison, parce que sur 100 000, si on est 100, on doit avoir 1000 francs par œuvre. Pourquoi les 900 francs sont partis où? Il y a une erreur. Il y a 1000 œuvres. Et ils ont donné combien? 100 000. Ah non, c'est 100 francs. Ça fait 100 francs. Alors, ils ont parlé, oui, c'est vous-même, le modérateur, qui avait parlé de l'insuffisance peut-être de la législation ou de la mentalité qui n'est pas encore propice au paiement des droits d'auteur. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la législation, je peux dire qu'elle est parfaite et complète. Vraiment, mes prédécesseurs au niveau du Burida ont fait un travail remarquable. La législation existe. Maintenant, est-ce que les mentalités sont prêtes à s'acquitter véritablement du droit d'auteur? Je peux dire que ça commence à aller parce qu'il fallait qu'on puisse sensibiliser. Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons entamé à peu près pendant 1 an une grande campagne de prospection et de contractualisation sur toute l'étendue du territoire. Ce qui a fait passer notre potentiel client de 10 000 à pratiquement 33 000 aujourd'hui. Et je pense que nous n'avons même pas encore atteint les 70% du potentiel. Voilà. Alors, là-dessus, vous êtes jeune, vous devrez comprendre que le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est adossé à la carrière de ceux qui créent. C'est de ça qu'ils vivent, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Donc, quand vous jouez leur musique dans un lieu public, c'est comme si vous partez sur le garbadrome, vous allez payer le garba. Vous avez beau être son ami, quand vous finissez de manger, il vous tend sa facture. Ne soyons pas contre l'évolution de nos acteurs, ne soyons pas contre l'évolution de nos artistes. Assalfo a dit, si la SACEM ne recouvrait pas correctement ses droits, peut-être qu'il ne serait pas Assalfo d'aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que là-bas, les mentalités ont beaucoup évolué. Vous organisez une fête, la première des réactions, l'instinct que vous avez, c'est de chercher à vous mettre à jour parce que vous n'avez pas le droit de jouer la musique. Vous organisez un comité ou un match de football, vous avez une sono, vous mettez de la musique dans les intermèdes, vous n'avez pas ce droit. Vous devrez vous acquitter d'une petite contribution pour que les artistes que vous allez jouer là puissent en vivre. Vous voyez, Baïs Pinto, je suis allé sur iTunes, j'ai téléchargé quasiment tous ces morceaux à 1,29 €. Vous voyez, un morceau à 1,29 €. Et un jour, il est venu au bureau, je lui ai dit, ben voilà, j'ai téléchargé légalement, j'ai payé. Est-ce que tu reçois cet argent-là? Il ne savait même pas qu'il avait mis sur iTunes. Ça nous a choqués. Nous avons convoqué ou invité les producteurs de Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus les sensibiliser là-dessus. Mais aucun d'eux ne savait qui avait mis Baïs Pinto sur iTunes. Donc il y a une industrie qui s'est créée par derrière et qui s'enrichit au détriment des artistes. Et vous jeunes, puisque nous sommes dans la thématique de la jeunesse et de l'employabilité des jeunes, quand vous créez, il faut venir au Burida pour protéger vos œuvres. Quand vous créez, venez déposer vos œuvres au Burida pour les protéger. Aujourd'hui, on parle de la copie privée. Le 1er juin de cette année,
nous allons commencer à collecter pour la copie privée. Nous avons travaillé avec les douanes hier soir. Nous avons validé toute la documentation et les outils de collecte, la plateforme que nous avons développée pour pouvoir permettre de faire les déclarations en ligne et de payer. Donc les importateurs sont sensibilisés. Lundi matin, j'ai eu une conférence de presse là-dessus et je souhaite que vous puissiez relayer cela pour que la copie privée puisse permettre aux artistes de Côte d'Ivoire de diminuer. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci. On va demander vraiment votre indulgence. À sa fois, le commissaire général du FEMI, on le sait, il a beaucoup d'engagement et il a dit qu'il ne pouvait pas rater ce panel-là. Et j'aimerais vraiment, avant de lui donner la parole pour son mot de fin, parce qu'il va devoir partir, il a beaucoup de contraintes, que nous puissions d'abord et avant tout vraiment lui dire merci pour cette plateforme qu'il offre aux artistes. Pour cette plateforme qu'il offre aux artistes. Non, ce n'est pas seulement une question de scène, mais c'est aussi une question de production d'idées pour l'amélioration des conditions des artistes. Je crois que ça se félicite. Merci beaucoup, grand frère Salfo. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour les artistes, mais pour toute la jeunesse. Et nous voulons vraiment te donner ton mot de fin, te libérer. Et nous allons passer au mot de fin aussi de nos différents panélistes. Bon, avant que ce ne soit une dette, Chaye, viens. DG, viens. On va faire notre truc là rapidement parce que j'ai dit que je finis. Donnez le café. C'est de la politique, les gars. Vous pouvez rien comprendre dedans. Envoie le kakemono Sassem, un kakemono Biruda. Et ça qui ne comprennent rien dedans. Voilà. Voilà. C'est bon? Oh oui. Tu viens à la SACEM, lui il vient au Biruda. Et c'est moi qui prends l'argent des deux côtés. Attends. C'est bien. C'est bon. Retirez le kakemono et puis on va... Alors, pour tous mes camarades, pour tous mes collègues artistes qui sont présents ici dans la salle, vous voyez, je ne dirais pas que c'est une première fois qu'on se retrouve pour discuter autour de nos carrières. C'est très important qu'on se retrouve souvent. Mais là n'est pas le problème le plus important. On écoute bien ce que je dis. Hein? Ce n'est pas le problème le plus important. La protection sociale de l'artiste doit être une priorité pour nous tous. Ce n'est pas normal que quand vous tombez malade, qu'on passe de porte à porte pour demander l'argent pour vous soigner. Quand vous tombez malade, en principe, il doit y avoir une prise en charge. Cela passe par l'organisation. Hier, j'ai reçu ici le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Je lui ai fait part du cas des artistes qui, chaque fois, ont besoin de soutien pour pouvoir se soigner. L'artiste, c'est celui qui fait rêver. Ce n'est pas celui qui brise des rêves. Un artiste qui est malade, que ses fanatiques le voient en train de demander de l'argent, c'est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit au ministre que j'allais revenir peut-être avec un certain nombre d'artistes pour le contacter, pour qu'ensemble, on puisse réétudier la protection sociale de l'artiste, de sorte à ce que quand un artiste tombe malade, qu'on puisse le soigner dans la dignité. Et ça, on va convoquer des réunions pour ça, pour garder l'oreille attentive
Et j'ai besoin de votre force pour qu'on puisse faire entrer ça auprès du gouvernement, pour que ce soit validé et que ce soit automatique dès que vous tombez malade. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci beaucoup, grand frère Salfo. On va donc... On continue, on va, s'il vous plaît, on va permettre, s'il vous plaît, on va permettre à nos... S'il vous plaît, on va permettre à nos autres, on va permettre à nos panélistes de conclure. On va permettre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. On va permettre à nos invités de donner leur mot de fin. Votre attention, s'il vous plaît. DG, on termine rapidement. On termine avec DG. On reviendra le voir le lundi matin. On attend qu'il conclue. Thomas Veil, est-ce que vous avez... Thomas Veil, on va vous permettre en 1 minute de conclure sur le sujet. Ensuite, Joe, vos mots de fin et on passe à la photo de famille. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà, on prend les mots de fin et nous avons terminé. Essayez d'être très rapide. Merci à Salfo. C'est une bonne image, en fait, je prends la parole au moment où il s'en va, parce qu'en fait, ce qu'il initie, il faut le continuer, et c'est vous qui allez le continuer. Je crois beaucoup à la force du collectif, et peut-être que ce collectif fait aujourd'hui un petit peu défaut en Côte d'Ivoire. Je vous le disais, j'ai la chance de travailler sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, et il y a des pays où les artistes, les producteurs, les éditeurs s'organisent entre eux, dans des organisations professionnelles, pour s'échanger des informations. En fait, si on voit l'autre comme un concurrent, alors on se trompe, parce qu'en fait, on est dans une industrie qu'on appelle une industrie de l'offre. Quand on fait de la musique, on crée, on espère qu'on va trouver son public. Si on pense que l'autre c'est son concurrent, ça veut dire qu'on essaie de faire la même chose. Donc, un de nous deux est mort. Donc, ce qu'il faut se regarder, c'est les uns et les autres dans un miroir et en se voyant plutôt comme des collègues. C'est hyper important. Moi, j'ai un enjeu aujourd'hui, c'est que quand un ministre du gouvernement ivoirien me demande à qui il doit parler, à quelle organisation ivoirienne il doit parler qui représente les artistes, les producteurs, les éditeurs, je suis bien ennuyé pour lui répondre en lui disant telle organisation effectivement est légitime et représente le plus grand nombre. Donc ce que Salif vient d'évoquer, qui est extrêmement important évidemment, qui est dans le statut social des artistes, et on parle de protection sociale, on parle d'enjeux de santé, mais pas seulement, de retraite également. Tout ça, c'est le collectif qui fait bouger les lignes. Je voudrais juste terminer en vous disant, on parlait de droit d'auteur aujourd'hui, c'est que le droit d'auteur, c'est une haute lutte permanente. La SACEM, elle a 1 siècle et demi. Je peux vous raconter comment la SACEM a démarré. Tchadier, je parle sous le contrôle du représentant de la SACEM. Un auteur, un compositeur, des jeunes, dans une brasserie à Paris qui s'appelle Les Ambassadeurs. Porte bien son nom. Un orchestre joue, et l'orchestre joue 5 œuvres qu'ils ont en fait écrites. Ils ne savaient pas que les auteurs-compositeurs étaient là. Le patron du restaurant vient à la fin du dîner en disant « Voilà l'addition. Monsieur, pas de problème, on paye l'addition si vous payez les droits d'auteur pour la musique que vous venez de jouer, parce qu'en fait, cette musique-là fait partie de l'offre que vous faites à vos clients. » S'en est suivi une bataille physique. Ça a fini derrière au tribunal, et c'est la première fois, effectivement, que le droit d'auteur a été reconnu par un juge au tribunal, et c'est le début de la gestion collective. Tout ça pour vous dire que le droit d'auteur, c'est une lutte, et une lutte permanente, et elle est dans vos mains. Donc pour répondre à ce que le jeune homme disait, c'est pas dans les mains des mélomanes, c'est dans les mains des ayants droit. Merci beaucoup, très bonne conclusion. On va permettre aussi à Joe Mupondo en 1 minute de conclure. Alors on va essayer 1 minute. En fait, exactement, pour conclure en disant justement et en parlant des droits, ce sont des droits humains. Les droits d'auteur sont des droits humains. On continue à souligner qu'il faut apprendre soi-même, il faut chercher. Il faut chercher et il faut tout le temps essayer d'apprendre
apprendre. Aujourd'hui, moi, 25 ans après dans l'industrie, je continue à apprendre. Et si on n'arrive pas à travailler ensemble, justement, on n'aura jamais la possibilité d'aller de l'avant. La copie privée, on en a parlé, mais c'est justement la copie privée dans son idée. La copie privée est justement là pour pouvoir aider et appuyer les artistes dans ce qui est social, dans ce qui est promotion et ainsi de suite. Donc j'espère vraiment, félicitations au Burida d'avoir signé cela et j'espère que cette copie privée pourra bouger les lignes au niveau de l'industrie ivoirienne. Une autre chose aussi, juste pour répondre encore à ce que vous dites, c'est très important parce que chez nous en Afrique, on veut toujours créer des nouvelles choses sans voir ce qui existe déjà. Regardez ce qui existe déjà et voyez comment est-ce que vous pouvez plutôt y apporter quelque chose au lieu de vouloir créer à zéro. Ça, c'est juste un conseil que je donne à tout le monde. Merci. Merci, Joe. On va permettre à Tchaye de donner son mot de fin. On va terminer avec le DG du Burida en 1 minute. Rapidement, est-ce qu'on peut avoir le nom de la plateforme pour que ceux qui sont intéressés l'utilisent rapidement? Ça s'appelle Muska. Oui. M-U-S-K-A. D'accord. Ok, donc, Tchaye, votre mot de fin en 1 minute. Moi, je dirais qu'on est vraiment à une époque formidable quand on est un artiste africain. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de possibilités de se développer en termes de carrière, mais aussi de gagner vraiment sa vie. Il y a des vraies opportunités qui sont offertes par le digital dont il faut se saisir. C'est pour ça qu'on a pris la peine de faire ce panel et on est content que vous soyez venus en nombre. Donc, comme disait Joe, il ne faut pas arrêter de chercher l'information. Elle est disponible en ligne. Donc, au lieu de perdre du temps, entre guillemets, sur des plateformes où on fait défiler des buzz éphémères, il faut essayer de construire sa carrière en allant puisant ce qu'il y a de positif sur Internet. Et puis, pour compléter ce que Asalfo a dit en termes de conseils pour développer la carrière, moi, je dirais toujours dans l'axe du digital qui est vraiment important aujourd'hui, il faut travailler sa fanbase. C'est très important, travailler sa fanbase, construire un entourage qui vous suit, qui est fidèle, qui a vraiment envie de vous aider à gagner et travailler beaucoup tout ce qui est visuel. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont sur Internet, ils ont besoin de voir des images en mouvement ou des images tout court. Donc, il faut vraiment se baser sur ça pour développer sa fanbase parce que avec peu de choses en termes de moyens, on peut, grâce au digital aujourd'hui, développer une carrière et en vivre. Aujourd'hui, d'Abidjan, depuis sa chambre, on peut impacter le monde et Kiki Moteleba en est l'exemple. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent derrière et qui feront encore plus et mieux que lui. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et enfin, une dernière chose, par rapport à tout ce qui est piraterie, il faut savoir que le jour où la data va coûter moins cher et qu'on va pouvoir régler les histoires de paiement, donc le mobile money, vous verrez, les gens naturellement ne vont plus télécharger et regarder offline parce qu'ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, c'est parce que c'est trop cher pour eux qu'ils ont recours à ça. Quand en Occident, il y a eu de plus en plus d'offres légales avec des prix raisonnables pour le marché, progressivement, la piraterie a baissé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le streaming qui a sauvé l'industrie du disque en Occident. C'est vraiment ça. Donc, ça va arriver progressivement. Aujourd'hui, les offres gratuites constituent déjà des choses intéressantes en termes de revenus sur le continent. Il faut juste que le prix baisse, que la qualité d'Internet s'améliore et qu'on puisse vraiment prendre en compte le mobile money. Donc, encore une fois, il faut que les pouvoirs publics posent le cadre et on va y arriver. Merci beaucoup, Tchaye. On va permettre aux... Oui, je voudrais dire merci au commissaire général du FEMUA, dire merci à Joe, dire merci à Thomas et à l'ambassade de France qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans notre stratégie de développement. Dire merci à la SACEM, avec ce réchauffement des relations. Nous pensons que le Burida a tout intérêt à être avec la SACEM pour permettre à tous nos créateurs de pouvoir percevoir sur le digital. Dire merci à mon doyen
Aristide Diko et au président Chris Detaï, à toute l'équipe du Burida, à tous les artistes. Jeunesse, le Burida, c'est votre maison, n'ayez pas peur. C'est vrai que vous avez eu à un certain moment donné une image de là où on fait palabre, mais pensez que, acceptez aujourd'hui que ce soit un vieux souvenir, parce qu'on ne fait plus palabre là-bas. Le Burida, nous sommes en train de développer une société moderne et nous avons besoin que vous nous accompagniez. Merci pour tout et que vive le FEMUA. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci à tous nos invités. Information, tous les artistes, vous pouvez partir au stand de la CNPS. Ils ont des kits pour vous. Ils ont plusieurs offres aussi à vous présenter. Ce fut un plaisir. Excellent retour chez vous et à très bientôt. Merci au DG, merci à tous nos panélistes.